santé, c'est une première pour nous tous. Bienvenue à vous sur News TV tout à l'heure au cours de notre émission qui dure, je vous le rappelle, 50 minutes. Donc on retrouvera au cours de cette émission Joseph Cabri, une interview que nous avons réalisée avec lui. Mais c'était avant cette émission. Ravi de vous retrouver ce soir. On va parler d'un sujet qui vous touche tous. La mesure 19,5 du plan cancer prévoit de rendre accessible aux patients une information de référence sur les cancers afin d'en faire des acteurs du système de soins. Vous ou l'un de vos proches êtes atteint d'un cancer et vous souhaitez obtenir des explications sur le mécanisme du développement du cancer, des informations sur les statistiques du cancer en France, une présentation du plan cancer, ou bien votre demande concerne plutôt l'aspect médical. Peut-on prévenir un cancer? Comment le dépister? Quels organes peuvent être touchés? Quels sont les symptômes qui peuvent apparaître? Quels sont les principaux facteurs de risque? Mon médecin m'a prescrit un PET scan. En quoi cela consiste? Pour répondre à toutes ces questions ce soir, à bien d'autres encore, nous mettons à votre disposition plusieurs centaines d'articles d'interviews que nous allons voir ensemble ce soir. C'est pour ça que ce soir c'est une émission spéciale, une émission de lancement qui est consacrée donc au cancer, car je vous le rappelle, je vous le redis encore, le cancer vous concerne tous. Notre corps est constitué de cellules. Chaque cellule contient un noyau qui contient l'information génétique sur l'ADN. Les cellules se multiplient normalement tout au long de la vie. Chaque division est commandée à partir du noyau sous l'influence des facteurs environnementaux, génétiques, professionnels, infectieux ou d'autres méconnus. La cellule peut se mettre à se multiplier anarchiquement. Mais en effet, dans le noyau, vous le savez qu'il y a une cellule dont l'information contenue sur un petit morceau d'ADN. On constate qu'un ou plusieurs gènes ont été modifiés. On parle alors d'oncogènes. Le corps réagit normalement à ces modifications de l'ADN grâce à des anti-oncogènes qui peuvent réparer ces anomalies. La cellule reprend alors sa multiplication normale. Quand l'ADN, quant à lui, ne peut pas être réparé, les cellules modifiées se multiplient selon leur corps et selon leur propre compte. Sans contrôle de l'organisme, elles sont devenues des cellules cancéreuses. Elles se multiplient sur place, dans tout le corps donc, dans le tissu d'origine, sans franchir la membrane basique. C'est un cancer in situ. Lorsque les cellules franchissent la membrane basale, c'est qu'il s'agit d'un cancer infiltrant. Ces cellules vont alors acquérir la capacité de migrer à travers les vaisseaux sanguins et vaisseaux lymphatiques et vont ainsi coloniser un autre territoire. Il s'agit alors d'une métastase. Le cancer est-il contagieux? La question ce soir est en guise de réponse. Le cancer n'est pas contagieux, il se développe en effet sous l'influence de plusieurs facteurs innés ou acquis propres à l'individu. On ne prend donc aucun risque en étant en contact d'un malade atteint. Par contre, certaines infections transmissibles peuvent favoriser certains cancers, par exemple le virus de la famille des papillomavirus humains, HPV pour le cancer du col de l'utérus, l'hépatite C pour le cancer du foie. Comment détecter un cancer? Toujours la guise de réponse ce soir. Les signes d'appel pouvant faire évoquer un cancer sont nombreux. Nous pouvons distinguer deux groupes principaux, ceux décelés par l'examen clinique et ceux invoqués et évoqués par les examens paracliniques. Les signes d'appel clinique, ils peuvent être liés à un syndrome tumoral ou notamment à des signes généraux. Le syndrome tumoral, nous pouvons le détecter par l'inspection du patient, déformation cutanée d'apparition plus ou moins rapide et écoulement anormal, la palpation, masse dure fixée au tissu sous-jacente
irrégulière et indolore, une douleur aiguë oriente davantage vers un processus infectieux. Des signes d'extension laco-régionale, ils varient selon le type de cancer et sa localisation. Si par exemple vous avez un cancer des poumons ou à l'estomac, eh bien vous aurez mal en bas du ventre. Ils peuvent être dus à la compression par le cancer d'organes adjacents, dysphagie, donc c'est une difficulté pour avaler, et dyspnée, difficulté pour respirer, dysphonie, difficulté pour parler, un syndrome d'hypertension intracrânienne lié à la compression par le cancer des structures cérébrales au sein de la boîte crânienne qui est inextensible, une colique néphrétique, calcul formé justement par la stagnation des urines liées à la compression des voies urinaires par un cancer, une colique hépatique. Je vous rappelle que c'est un calcul au sein de la vésicule biliaire, occlusion intestinale, syndrome cave supérieure par compression d'une veine située au-dessus du cœur, etc. Ils peuvent également se manifester par des hémorragies internes ou externes liées à la fragilité des néovaisseaux, vaisseaux nourrissant la tumeur dont la croissance est stimulée par des agents sécrétés par la tumeur et par des douleurs. Tout de suite, je vous propose l'interview comme promis de Joseph Cabri. C'était avant cette émission. Le plateau d'interview. Bonsoir Joseph. Bonsoir, monsieur John Arnaud. Très heureux d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite la bienvenue dans notre maison. Bienvenue. Merci, c'est gentil à vous. Alors ce soir, comme vous le savez, on va parler du cancer. Le cancer le plus fréquent, vous allez me le dire, c'est le cancer des poumons. Hein. Oui, qui est lié au tabac, bien sûr, mais le cancer du poumon est lié au tabac, mais peut être lié à la pollution aussi. À l'air, à l'air que l'on respire, à la à l'air fumée. que l'on respire à cause des usines, à cause des dépôts d'échappement, de voitures, de camions et tout ce qui s'ensuit, quoi. Hein. Il peut s'attribuer à cause des polluants que l'on met pour l'agriculture, les désherbants, tout ce qui est engrais chimique, tout ça. C'est très 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 mauvais aussi pour les poumons et ça peut parfois donner des cancers. Et il peut y avoir une exposition pendant la grossesse chez les femmes. Hein. Il peut y avoir un risque. Oui, mais c'est très bénin, quoi, je veux dire. Et un sujet qui nous parle certainement, les fumeurs disent je fume pour maigrir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une excuse qui est un petit peu facile, ça, je fume pour maigrir, bien sûr, parce que tout ça, les fumeurs disent cela, parce qu'il est vrai qu'il s'avère que la plupart des personnes qui s'arrêtent de fumer ont tendance à prendre du poids. Mais elles ont tendance à prendre du poids, pourquoi? C'est parce qu'elles ne compensent pas. Et lorsque l'on ne compense pas par autre chose, il est évident qu'on va grossir. Car il est sûr que la cigarette diminue un petit peu l'appétit, fait à ce qu'on mange moins. Mais lorsque vous arrêtez de fumer la cigarette, il faut compenser par exemple par du sport. Voilà, si vous faites du sport en compensation, j'en suis sûr et certain que vous n'allez pas prendre un certain nombre de poids, ou que ce poids va être limité et qu'il faut à la suite essayer de retrouver un petit peu par l'alimentation, par un peu plus de sport, et voilà quoi. Vous-même, êtes-vous fumeur? Alors moi je suis moi-même fumeur, mais je fume très très peu. Je fume, on va dire, allez, on va dire deux-trois cigarettes dans la soirée. C'est tout. Donc vous n'êtes pas dépendant au tabac. Non, parce que je pense que je dois surtout fumer par habitude, parce que la preuve c'est que la journée, la cigarette ne me manque pas du tout. D'accord. Et une information, fumer tue lentement. Êtes-vous d'accord? Fumer tout lentement, oui, bien sûr que fumer, c'est pas très 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 bon. Par la suite, c'est jamais bon, quoi, hein, parce qu'en plus, vous avez tendance à, il faut penser que vous avez tendance à abîmer vos poumons, mais vous avez surtout tendance à abîmer vos artères aussi.
Et le cœur, oui. Donc, si les artères sont abîmées par la fumée des cigarettes, ça peut provoquer, si ça, votre artère coronaire est touchée, ça peut provoquer des infarctus. D'accord. Alors on dit souvent oh tu es dépendant au tabac, mais dans le fond qu'est-ce que vraiment une dépendance? Ben, une dépendance, c'est surtout une habitude. On a l'habitude de faire certaines choses. Voilà, donc ça devient une habitude. On a l'habitude de prendre une cigarette et de fumer comme vous avez l'habitude de boire énormément. Il y a des personnes qui boivent énormément de café, il y a des personnes qui vont jouer dans des jeux. Voilà, quoi. Il y a malheureusement des personnes qui vont s'habituer à boire de l'alcool et deviendront alcooliques par la suite. Voilà, quoi. Une dépendance, c'est lorsqu'on ne peut pas se passer de quelque chose. Il y a plusieurs addictions, drogues et dépendances. Justement, il y a le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy, l'héroïne, et j'en passe bien d'autres. Ah, ben vous On avez peut, d'autres choses aussi, il n'y a pas que des cas comme ça. Hein. on peut Vous avoir un avez, cancer si on fume de la vous drogue. avez le sexe aussi. Il y a des personnes qui sont indépendantes du sexe et qui sont obligées de se faire soigner parce que c'est une drogue. Elles ont besoin de faire l'amour plusieurs fois par jour. Oui, comme addiction, ça en fait partie. Est-ce que si on fume beaucoup de cannabis ou de cocaïne, enfin de drogue, on peut avoir un cancer des poumons ou pas? Oui, si vous en fumez beaucoup, bien sûr, parce que c'est comme si vous fumez une cigarette. Non, Cannabis plus ou pas, dur. il y a du tabac dedans, donc c'est comme si Hmm. vous fumez une cigarette. Par contre, je connais des personnes qui ne fument pas de cigarette et qui vont fumer un petit joint de temps en temps. Bon, ben là, c'est pas très grave. Et on parle souvent des ados qui fument de la drogue ou du tabac, hein. C'est Qu'est-ce que vous pouvez en dire ce soir, Joseph? Et je peux en dire que malheureusement, il vaut mieux s'en passer. Il vaut mieux ne pas prendre, comme on dit, sa première cigarette pour essayer de faire comme tout le monde, parce que c'est souvent le cas quand on a 14-15 ans. On prend la cigarette parce qu'on voit ses copains, copines qui fument une cigarette et on veut faire pareil pour ne pas être en rejet de quoi que ce soit. Donc on va faire la même chose. Donc c'est une chose qu'il faut éviter. Voilà, quoi, je veux dire, entre copains et copines, si vous n'avez pas envie de fumer, on ne va pas vous forcer non plus à fumer une cigarette. Hmm. On va reprendre le chemin du cancer. Comment on peut, comment on peut, comment on peut s'apercevoir qu'on a un cancer, détecter le cancer? Ah ben, vous savez, les origines du cancer correspondent à... C'est d'abord, c'est dû à une infection. Voilà, cela peut être des virus de l'hépatite B, qui est souvent lié au cancer du foie, d'ailleurs, par exemple. Voilà. Et puis c'est souvent sur un coup de fatigue, Un gros, ouais. ou un gros coup de fatigue. Anormal. Mal. Vous avez, par exemple, je ne sais pas, une boule qui vous pousse quelque part, qui est anormale. Vous avez par exemple une crème de beauté qui est assez épais, d'une couleur un peu spéciale aussi, qui peut être liée à un cancer. Voilà. Donc le mieux, je pense, de se prévenir de tout cela et de temps en temps de faire des analyses sanguines Oui, prise de sang, etc. qui seront appropriées à vous dire si vous avez un cancer anormal. Voilà. Ou si vous avez une boule qui vous pousse quelque part ou quoi que ce soit, un petit peu d'anormal, il vaut bien aller consulter. Il vaut bien les consulter qu'on vous dise ben, tout va bien, il n'y a pas de souci, que d'aller consulter quelques années plus tard et qu'on vous dise ben, monsieur, vos métastases sont répandues un petit peu de partout et on ne peut vous soigner. Alors, vous nous avez parlé de métastase. Qu'est-ce qu'un métastase pour ceux qui ne savent pas ce soir? La métastase, c'est les cellules du cancer qui justement se répartissent un petit peu de partout. Donc des fois, avec un petit peu de chance, vous avez des métastases qui ne sont liées qu'à un morceau de votre corps, on va dire, pour simplifier, pour mieux comprendre. Donc là, on peut dire qu'il y a des chances que le cancer soit soigné, mais par contre, si vous avez des métastases qui sont un petit peu répandues dans tout le corps, c'est ce qu'on va appeler d'ailleurs un cancer généralisé, justement, pour simplifier, hein, pour ne pas dire vous avez un cancer de poumon, plus un cancer de ci, plus un cancer de là, on dit cancer généralisé. Et à ce moment-là, malheureusement, il est évitable que
parle de radiothérapie ou de chimiothérapie, sur quels critères on pourrait le définir? Ben, la chimiothérapie sert surtout justement à tuer, justement à éliminer ces métastases. Donc c'est pour ça qu'on fait, quand il y a beaucoup de métastases, on fait de la chimiothérapie par une chimio réelle. Mais vous savez, maintenant selon le cancer, s'il est pris à temps, il y a de fortes chances que votre cancer peut être guéri qu'avec des comprimés qui font l'effet d'une chimio. Mais on peut vous soigner avec des comprimés maintenant. Mais c'est lourd, c'est très lourd, c'est fatigant, on va dire. Bien sûr, c'est assez lourd à porter. Si vous faites soigner par la chimiothérapie, bien sûr, c'était bon, ça fatigue énormément. Et ensuite, bon, mais ça provoque, comme souvent, des pertes de cheveux. Ou perte de voix, Voilà, tout à fait, oui. Après, ça perte peut de diminuer poids. parfois la fatigue, et puis par la fatigue, tout ça, quoi. Mais voilà, Je vais reprendre un exemple de cet animateur, vous l'avez sûrement connu, Joseph, Jean-Luc Delarue, qui nous a quittés malheureusement en août dernier. Je vais vous raconter l'histoire réelle. Il avait eu un mal terrible au ventre quand il s'est aperçu qu'il avait un cancer. Donc voilà ce que vous disiez tout à l'heure, Joseph. Un début de cancer peut être dû à la fatigue, à la perte de cheveux, perte de voix, amaigrissement. Euh, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire sur Jean-Luc Delarue? Il est parti quand même avec deux gros cancers très lourds. oui, c'est sûr que c'est malheureux, surtout à l'âge qu'il avait, 48 ans, il avait mon âge, exactement, puisqu'on était de la même année. Lui, il était du mois de juin, moi du mois de janvier. Donc voilà, quoi. Il est évident que c'est lourd à porter, une perte pareille, surtout dans ces conditions-là, parce que c'est vachement jeune. Mais après, que dire, malheureusement, La vie. c'est les aléas de la vie, quoi. Hein. On sait, de toute manière, on sait que, voilà, hein, on doit passer à l'au-delà, hein, d'une manière ou d'une autre. Et beaucoup de, Voilà, c'est beau- sûr. Mais c'est sûr qu'à 48 ans, c'est beaucoup trop jeune pour pouvoir partir, ça c'est évident. Évident. Mais on peut avoir un cancer à tout âge ou pas? Comment? J'ai pas bien compris votre question, s'il vous plaît. Est-ce que l'on peut avoir un cancer à tout âge? Ah, malheureusement, oui, bien sûr, vous avez des enfants qui ont des cancers, qui sont traités dans les hôpitaux. Nous avons un hôpital, nous, dans les Alpes-Maritimes, qui s'appelle l'hôpital Necker à Nice, et qui est spécialisé justement pour les cancers sur les enfants, tout ça. Et oui, 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 malheureusement, vous avez des cancers qui touchent les enfants, bien sûr. Bien sûr. Et quand les enfants, pardonnez-moi, quand les enfants sont touchés par des cancers, euh, ils peuvent en rester ou pas? Tout dépend du style de cancer que c'est, tout dépend des métastases qu'ils ont dans leur corps. Il y a malheureusement des enfants dans lesquels on peut guérir et il y a malheureusement des enfants dans lesquels, comme tout à fait comme les adultes, qui ne guérissent pas. Tout à l'heure, on parlait des femmes enceintes qui fument. Il peut avoir un impact sur son fœtus, sur le Ah, bien fœtus. sûr, il peut avoir un impact. Il peut non seulement avoir un impact déjà pour la femme elle-même qui fume déjà, et ensuite pour le bébé, bien sûr. Vous imaginez bien que cette fumée qui part dans le corps, le bébé en respire un peu, de toute Oui. manière. Imaginez-vous un être qui est encore dans le ventre de sa maman, qui n'a même pas quelques mois, respirer cette fumée, bien sûr que ça peut donner des dommages parfois très 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 graves même. Hein. L'enfant peut mourir, par exemple. L'enfant peut ne pas arriver à terme, l'enfant peut arriver au monde avec des séquelles comme peut avoir un trisomique, un trisomique peut être handicapé, oui, le cerveau de l'enfant peut être déjà touché. Alors, on dit souvent, oh, tu es dépendant au café. Est-ce que c'est une dépendance, le café? C'est une drogue? Tout à fait. Le café est une dépendance. Ah oui. Oui. Tout à fait. Ah, bien sûr, vous avez des dépendances, comme je vous dis, du café. Vous avez des dépendances, comme je vous dis tout à l'heure, au sexe aussi. C'est une drogue. Vous avez des dépendances au chocolat. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se passer du chocolat dans la journée. Vous savez, si on devait savoir toutes les dépendances qu'il peut y avoir, on ne pourrait même pas les compter. D'accord. Et il y a des dépendances qui se soignent beaucoup plus facilement que d'autres.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en description ce qu'il y a dans une cigarette? Ouh, les cigarettes, vous savez, il y a tellement de choses. Il y a déjà du goudron, il y a déjà très très peu de tabac, il y a beaucoup de nicotine. Il faudrait que je regarde la composition sur un paquet de cigarettes pour vous dire exactement. Mais voilà, quoi, de toute manière, il y a des choses qui ne sont pas très bonnes à se mettre dans le corps, quoi. En fait, ce n'est pas le tabac qui tue, mais c'est surtout le goudron, n'est-ce pas? Le goudron, oui, parce que ça vous forme une espèce de force à force. On n'a pas l'impression comme ça parce qu'on dit, oh, c'est que de la fumée qui s'envole, mais force à force d'ingurgiter ce goudron, ça vous fait comme des plaques de goudron. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle du goudron. Et imaginez ça dans vos cellules, dans votre corps ou dans vos veines et tout ce qui s'ensuit, c'est pas très bon. Hmm. Hein. Est-ce que si on fume de trop ou si on boit trop de café, est-ce que le cœur peut en prendre un Et bien coup? sûr que le cœur peut en prendre un coup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les artères s'abîment avec le goudron, avec la fumée, les artères s'abîment, ça peut provoquer un infarctus. Surtout si l'artère coronaire est principalement touchée, ça peut provoquer un infarctus. Et confidence pour confidence, je sais de quoi je parle, puisque mon papa est hospitalisé actuellement à cause de cela. Et nous pensons vraiment très très fort à lui. Une grosse pensée pour votre papa. C'est très gentil à vous. Je vous remercie. Donc justement, il est hospitalisé justement par la cigarette. Et le docteur nous a appris justement il y a quelques jours que ses artères étaient très mal en point et que l'artère coronaire principale était touchée aussi, qu'il aurait tendance à faire des infarctus, mais qu'ils allaient tout faire pour le soigner. Voilà, donc vous voyez à quoi ça peut vous mener la cigarette. On se dit, Ouais. bon, ben, on a 60 ans, 50 ans, on ne voit pas les choses. Maintenant, il est arrivé à 62, à 79 ans et l'accumulation a fait que, voilà, vous avez des personnes à 79 ans qui sont encore comme un cabri, on pourrait dire. Vous voyez, M. Galabru, par exemple, à 91 ans, qui fait encore du théâtre. Et mon papa, à force de fumer, comme une fois on lui a dit d'arrêter, il n'a jamais voulu écouter. Et en voilà le résultat. D'accord. Voilà, donc la cigarette est, si vous le pouvez, parce qu'il est vrai que c'est pas évident, mais ne fumez pas. Et pour un fumeur qui fume énormément et qui voudrait arrêter et qu'il n'y arrive pas, comment faire? Ah, ben il a besoin d'être aidé, soit par un docteur, bien sûr, soit par des associations. Je pense que ça doit exister, des associations, peut-être besoin de parler, par il y a beaucoup de produits maintenant en pharmacie. Bon, il y en a qui marchent, peut-être pas énormément. Je pense qu'il y en a qui doivent quand même énormément marcher, mais il est évident que c'est dur. Et je pense que de toute manière, tout premier remède pour arrêter de fumer la cigarette, c'est la volonté. Oui. Et après, on peut être aidé, bien sûr. Merci beaucoup, Joseph Cabri, d'avoir répondu à notre question et à Ben, c'est notre moi qui appel vous à témoins. remercie. J'espère qu'à travers mon témoignage, j'ai pu vous apporter quelques conseils. Ou voilà. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à participer à ce débat fort intéressant. J'espère que vous serez présent pour notre prochain numéro qui sera consacré au suicide, malheureusement, qui est de plus en plus fréquent, et notamment chez les jeunes de 15 à 25 ans. Il n'y a pas de Merci. problème. Je serai là encore parmi vous. Et j'espère qu'on pourra parler de Dalida qui souffrait de cette maladie. Parce que le suicide est une maladie. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et encore un cas qui m'est personnellement familier, touché, quoi, parce que ben, je vous expliquerai ça la semaine prochaine aussi. Merci Joseph Cabri, bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Et soyons positifs. Et pour toute maladie, quelle qu'il soit, le premier remède est le moral. Même si c'est très dur parfois, on le sait. Mais il faut toujours garder une pointe de morale. Et rire est très important. L'humour est très important. L'autodérision est très importante. Je crois que c'est Dalida qui dit cela. Hein. Tout à fait. Et même Dalida elle-même avait dit que le suicide est une maladie. Nous le Oui, verrons. c'est pour ça que nous en parlerons la semaine prochaine. Merci Joseph Cabri. C'est moi qui vous remercie encore une fois.
Je vous souhaite une excellente soirée, monsieur le sacerdoce. Voilà, interview réalisée avant cette émission. Le 23 août, la vie de Madame Claudette Goyer a été bouleversée. Elle est foudroyée par un infarctus. Lors des tests, les médecins détectent un cancer du poumon. Elle a fumé pendant plus de 20 ans. Et au plus fort de sa consommation, elle fumait jusqu'à 1 paquet de cigarettes par jour. Elle devait attendre 6 semaines après son infarctus avant de pouvoir se faire opérer. Le jeudi 14 octobre dernier, elle est opérée par le docteur Échavé, chirurgien. On lui enlève les 2 lobes du poumon droit. Elle récupère vite et bien de son opération. Elle est en repli d'espoir pour sa guérison. Reportage. Déjà opérée pour son cancer du sein, Danielle est maintenant soignée par chimiothérapie. Un traitement complémentaire pour éviter les récidives de la maladie. Toutes les 3 semaines, elle se rend ici pour recevoir ses médicaments anticancéreux. Je me sens vraiment soutenue, portée par l'équipe. On est vraiment prise en charge. Et les infirmières, les médecins sont très très soucieux de tout ce qui peut nous arriver. Bonjour. Première étape, l'entretien médical. En fonction d'une analyse de sang et après un examen clinique, le médecin décide si Danielle peut recevoir sa chimiothérapie. Bien. Je pense être bonne pour cette séance. Tout va bien aujourd'hui pour Danielle. Le médecin lui prescrit donc les médicaments qu'elle va recevoir en perfusion. Danielle attend maintenant que son traitement soit prêt. À la pharmacie de l'hôpital, on s'affaire pour préparer les poches de perfusion. Chaque traitement est personnalisé en fonction du type de cancer et fabriqué au jour le jour, proportionnellement au poids et à la taille du patient. Pour un patient donné, on va lui préparer 2 ou 3 médicaments, tout dépend du protocole prescrit. On prépare une poche par médicament. Et les 3 poches vont être administrées par l'infirmière successivement dans le temps, selon un ordre bien précis. Les poches de perfusion sont prêtes. La chimiothérapie peut commencer pour Danielle. Alors ça se passe bien? Ouais, pas de soucis particuliers. Danielle a de nombreuses séances de chimio. Pour préserver les veines de ses bras, chaque perfusion est administrée par un cathéter, un petit dispositif posé sous la peau et relié directement au cœur. Voilà, je vais mettre le pansement et puis la perfusion, ça dure une demi-heure. On surveille essentiellement l'état clinique du patient. Nous, on a certains produits où on surveille la tension, la température, mais pas dans tous les traitements. Donc pour la dame, par exemple, il n'y a pas de surveillance particulière à faire. Danielle a déjà suivi 11 séances de chimio. Pendant toute la durée de la perfusion, elle supporte assez bien son traitement. C'est une période d'attente, mais qui n'est pas douloureuse, qui est juste un peu lourde parce que nous sommes les unes et les autres entourées d'autres personnes malades. Nous savons que nous sommes malades, on ne peut pas l'oublier à ce moment-là. Voilà, c'est fini. Ça a été? Très bien. Bon retour chez vous, madame, Merci. 1 an 3 semaines. Merci, au revoir. Danielle a déjà connu les désagréments d'une chimio lourde avec vomissements et nausées. Ce n'est plus le cas, mais ce nouveau traitement l'expose à des risques cardiaques. Je vous propose tout de suite un reportage qui est consacré à une description la plus complète que possible, consacrée au cancer en général. Regardez. Le corps humain est constitué de millions de cellules dont les formes, les tailles et les fonctions sont très diverses. Les cellules sont les structures de base de tous les tissus présents dans l'organisme. Dans un tissu sain, de nouvelles cellules sont créées au cours d'un processus de division cellulaire appelé mitose. Lorsque la cellule est trop vieille, elle s'autodétruit et meurt au cours d'un processus appelé apoptose. Un équilibre fragile existe donc entre le nombre de nouvelles cellules créées et le nombre de cellules qui disparaissent chaque jour. Lorsqu'un cancer se développe, cet équilibre s'en trouve rompu et les cellules commencent à se développer de manière anarchique. Ce déséquilibre peut être dû soit à une croissance cellulaire anarchique, soit à la perte de la capacité de la cellule à s'autodétruire, ce qui entraîne la formation d'une masse de cellules appelée tumeur. Une tumeur bénigne, c'est-à-dire non cancéreuse, est une excroissance de cellules d'apparence normale. Ces cellules restent cantonnées à leur siège d'origine.
A l'inverse, les cellules malignes ou cancéreuses ont la capacité de migrer, on dit métastaser, vers d'autres régions du corps par le biais des systèmes circulatoires ou lymphatiques et forment de nouvelles tumeurs dans ces nouvelles zones. Les cancers portent le nom de l'endroit où ils ont pris naissance. Cette zone est appelée site primaire. Lorsqu'un cancer du poumon se propage vers le cerveau, la tumeur cérébrale est considérée comme une métastase du cancer pulmonaire et non comme un cancer du cerveau. On dit que la tumeur cérébrale est le site secondaire du cancer. Les poumons sont les principaux organes de l'appareil respiratoire. Ils ont l'apparence d'une éponge et sont divisés en lobes. Alors que le poumon droit est formé de 3 lobes, le poumon gauche n'en possède que 2 en raison de la position du cœur située du côté gauche du corps. Pendant la respiration, l'air pénètre par le nez, descend le long de la trachée jusque dans les bronches. Les bronches se divisent en bronchioles plus étroites, puis en rameaux de plus en plus petits qui se terminent par des sacs minuscules dénommés alvéoles. C'est dans les alvéoles que s'effectuent les échanges gazeux oxygène-dioxyde de carbone avec le sang. La plupart des changements cancéreux se produisent dans les poumons longtemps avant l'apparition de symptômes. Il existe de nombreux types de cancers du poumon, mais le plus courant est le carcinome bronchogénique qui commence sous la forme d'une tumeur dans la paroi des bronches. Un cancer du poumon peut également être présent dans la trachée, les bronchioles ou les alvéoles. Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer dans les 2 sexes. Toutefois, selon une perspective des plus inquiétantes, le nombre de décès par cancer du poumon chez la femme sera supérieur au nombre de décès par cancer du sein. Le tabagisme constitue le principal facteur de risque associé au cancer du poumon. Les aliments et les boissons descendent de la bouche vers l'estomac par l'intermédiaire d'un tube musculaire appelé œsophage. Il arrive parfois que les cellules de l'œsophage deviennent cancéreuses. Lorsque les cellules de l'œsophage se mettent à se diviser de manière anarchique, on parle de cancer de l'œsophage. Il existe 2 types de cancer œsophagien, le cancer à cellules squameuses et l'adénocarcinome. La muqueuse de l'œsophage est faite de cellules fines et plates, appelées cellules squameuses. Le cancer à cellules squameuses se développe dans la partie supérieure et médiane de l'œsophage. L'œsophage contient non seulement des cellules squameuses, mais également des cellules glandulaires. Les cellules glandulaires fabriquent et sécrètent du mucus et d'autres liquides qui contribuent à la digestion. Si les sucs gastriques remontent le long de la partie inférieure de l'œsophage, ils peuvent irriter les cellules glandulaires et modifier alors leur apparence. Ces modifications peuvent entraîner la formation d'un cancer des cellules glandulaires appelé adénocarcinome. Les symptômes du cancer œsophagien incluent une difficulté à déglutir, une perte de poids considérable, des douleurs dans la gorge, le dos et derrière le sternum, des vomissements et une raucité de la voix. Le cancer œsophagien peut ensuite se propager ou métastaser vers d'autres organes du corps. La chirurgie constitue le traitement le plus fréquent de ces types de cancers. La radiothérapie et la chimiothérapie sont également possibles. De nouveaux types de traitements comme le traitement laser et la photothérapie dynamique peuvent aider à soulager les symptômes. Le foie est l'organe le plus volumineux du corps humain. Il se situe juste en dessous des côtes, sur le côté droit. Le foie a plusieurs fonctions. Il filtre les déchets ainsi que d'autres matériaux nocifs présents dans le sang. Il produit des enzymes et de la bile pour aider la digestion. Et il produit des substances chimiques et des hormones qui sont essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. Les cellules du foie sont appelées hépatocytes. Le cancer du foie peut être soit primaire, c'est-à-dire qu'il a commencé dans le foie, soit secondaire, c'est-à-dire qu'il a atteint le foie
après s'être développé dans une autre partie du corps. Le carcinome hépatocellulaire est la forme la plus courante de cancer du foie primaire. Il se développe dans les cellules hépatiques et commence à endommager les cellules hépatiques saines. Le développement croissant des hépatocytes cancéreux peut entraîner la formation de tumeurs malignes, c'est-à-dire cancéreuses. Au cours des premières étapes de son développement, le cancer du foie ne présente que très peu de symptômes et sa présence est donc difficile à détecter. À mesure qu'il se développe, des symptômes comme des douleurs abdominales, une perte de poids, des nausées, des vomissements, une fatigue, une jaunisse ou un jaunissement de la peau et du blanc des yeux peuvent être observés. Les médecins ne connaissent pas les causes exactes du cancer du foie, mais des infections chroniques comme les hépatites virales B et C ou une cirrhose peuvent augmenter le risque de développer la maladie. Les hommes sont généralement plus sujets au cancer du foie, tout comme les personnes âgées de plus de 60 ans. Diverses options thérapeutiques sont possibles en fonction du type et du stade du cancer. La chirurgie ou la greffe de foie font partie des alternatives possibles si la tumeur est petite et qu'elle fait encore partie du périmètre de l'organe. Lorsqu'elle atteint une taille trop importante ou si elle s'est propagée dans d'autres parties du corps, la chimiothérapie ou la radiothérapie pourront soulager les symptômes et augmenter la survie, mais la guérison ne sera pas possible. Entre 2006 et 2008, le nombre de malades traités par la chimiothérapie en France a augmenté de plus de 10%. Cette hausse s'explique par un recours plus fréquent aux chimiothérapies en complément d'autres traitements ou seuls. Mais les effets secondaires sont toujours redoutés. Comment mieux les comprendre et mieux les supporter ? Regardez ce reportage et vous comprendrez ensuite le pourquoi du comment de toutes vos questions et de vos réponses. Regardez. Actuellement, en Estrie, près d'une personne sur 4 fume. On sait parfaitement où cela peut mener. Au début, tout paraît bien, il n'y a aucun symptôme visible. Et tranquillement, la cigarette crée l'habitude de la cigarette. Puis un jour, votre habitude est devenue votre dépendance. Alors la cigarette vous tient dans ses bras pour vous mener la plupart du temps à votre mort. La nicotine est une drogue et ça crée une accoutumance qui est aussi pire que l'accoutumance de la cocaïne. Donc on ne peut pas arrêter comme on veut. Et ça, quand on commence à fumer, on ne sait pas. Alors on se fait prendre au piège et on paye le prix souvent avec notre vie, 20, 30, 40 ans plus tard. Ça a été le premier moment dans ma vie que j'aurais aimé pouvoir mettre sur pause. Puis dire, est-ce qu'on peut reculer dans le temps? Puis que je pourrais changer une chose dans ma vie, c'est de n'avoir jamais commencé à fumer. Une bouffée de cigarette, une seule, ferait tellement de bien. Si seulement elle ne contenait pas une cinquantaine de substances cancérigènes, un beau petit nuage toxique. Au CHUS, 1600 fumeurs et fumeuses souffrent d'une maladie pulmonaire grave. Le plaisir de la cigarette se paie cher. Ça, c'est quelqu'un qui a fumé un paquet de cigarettes par jour pendant une trentaine d'années, 30 ou 40 ans. Vous voyez des trous ici, ça c'est pas parce qu'on a raté notre préparation, c'est parce qu'il y avait beaucoup de trous dans ce poumon-là. Il y avait tellement de trous qu'ici on a perdu une partie du poumon, c'est disparu, ça a été brûlé par la cigarette. Lorsque on annonce un diagnostic de cancer du poumon à un patient, la réaction est universelle. Première chose, c'est que tout le monde arrête de fumer, ou presque, parce que c'est un diagnostic tellement affreux. Et malheureusement, c'est trop tard. Le cancer ne partira pas si on arrête de fumer. Et deuxième réaction, c'est la catastrophe, parce que les gens savent que le cancer du poumon, c'est parmi les cancers les plus difficiles à soigner. Ma première question a été, est-ce que c'est le commencement de la fin? Une fois qu'ils ont une maladie qui est potentiellement fatale ou qui les cloue à la maison, il n'y en a pas un ou une qui va me dire que mourir de ça ou mourir d'autre chose. C'est plutôt « j'aurais jamais dû commencer, j'aurais donc bien dû arrêter avant ». Il ne s'agit pas de blâmer, mais de soigner. Depuis peu, le CHUS dispose d'une clinique externe de pneumologie, un service essentiel pour au moins 2000 personnes. Nous, on a environ un nouveau cas de cancer par jour en Estrie. Plus de 9 fois sur 10, c'est directement causé par la cigarette, rien d'autre.
un système comme le nôtre, c'est d'avoir l'aide d'une infirmière qui va être présente puis nous aider à expliquer aux patients chaque examen, mais qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire, puis s'assurer que la journée qui va se présenter, il va savoir où se rendre, puis il va savoir qu'est-ce qui l'attend. Donc moi, je les vois immédiatement après que le pneumologue les a vus. Je les rencontre dans mon bureau. Donc là, c'est les émotions qui sortent, les pleurs, le patient et la famille. À partir du moment que j'ai eu le premier contact avec elle, je me suis sentie en sécurité. Je me suis sentie par quelqu'un intéressé de savoir, pas de me faire la morale, pas de me dire « Ah, mais t'as voulu fumer, là? Regarde ce que t'es rendu. » Aucune allusion à ça. Au contraire, très ouverte. Donc moi, il faut que je m'assure qu'au niveau de l'externe, que le patient, premièrement, il a un bon réseau de soutien et à savoir, est-ce qu'il a besoin de ressources. On a un gros lien, là, puis c'est sûr qu'on a des émotions, nous aussi. Francine me téléphonait tous les jours, ne serait-ce que pour me demander « Est-ce que ça va bien, Carole? » Puis aujourd'hui, tu étais capable de ne pas fumer. Elle a été un soutien pour moi. Elle est précieuse, une personne précieuse. Les infirmières sont précieuses. La fumée de cigarette est une amie détestable, sale. Seulement le quart des personnes atteintes d'un cancer sont opérables. Carole Vachon, âgée de 46 ans, fait partie de ces chanceux. Il y a environ 2 ans, elle s'est présentée elle a craché du sang. Et puis, à partir de ce moment-là, elle était investiguée. Et puis, à l'investigation que son médecin de famille avait fait, on a montré qu'elle avait un nodule au niveau du lobe supérieur droit. Je chantais un peu le blues le matin. Le blues du matin, c'était ma toux, okay? Mon café avec une bonne toux, je vous dirais, de 5 à 10 minutes à tous les matins. Ce fut les premiers signes que je me suis dit « Oh, Carole, ton corps te parle. Il y a quelque chose. » Alors, on a procédé à un scanner, un CT scan, une tomographie axiale, qui a montré la lésion ici au niveau du lobe supérieur, une grosse lésion tumorale, et puis en plus, une lésion plus basse. Ironiquement, c'est parfois un hasard malheureux qui mène à la découverte d'un cancer. Hospitalisée à la suite d'un infarctus, Claudette Goyette a aussi appris qu'elle avait le cancer. Elle a commencé à cracher du sang. Et à ce moment-là, pendant son hospitalisation pour le cœur, une bronchoscopie a été faite par les services de pneumologie et on a découvert une lésion au niveau de la bronche. C'est là qu'ils ont vu que c'était un cancer du poumon. Est-ce que le tabagisme a contribué aux deux à son problème cardiaque et pulmonaire? C'est bien possible. En tout cas, ça n'a pas aidé, c'est sûr. Je me disais, si le jour est arrivé, il est arrivé. Hein? S'il y a de quoi faire, ben, ils vont tout faire pour essayer de ramener la chose. On a fait, Mme Goyette, on a enlevé les lobes inférieurs et les lobes moyens pour être sûr qu'on était un tissu sain. On a coupé la bronche puisque la tumeur se trouvait au niveau bronchique. Et quand j'ai fait connaissance avec eux, ben, ça m'a inspiré confiance. Parce que si j'aurais pas eu confiance, j'aurais pas passé l'opération que je viens de passer. Ça, c'est certain, ça. Carole et Claudette ont évidemment cessé de fumer. Il n'est jamais trop tard pour s'arracher des bras de cet ami qui vous veut du mal. On pourrait leur demander, si c'était à refaire, fumeriez-vous? Question inutile. On connaît très bien la réponse. Si seulement on pouvait voir la plaie que j'ai dans le dos aujourd'hui, c'est peut-être que ça aussi, ça ferait réfléchir, du moins, ne serait-ce que l'esthétique pour les jeunes filles. La douleur qu'une opération comme ça apporte également, là, je veux dire, on peut éviter ça. Si on arrêtait de fumer complètement, eh bien, l'incidence de cancer du poumon va chuter de façon dramatique, puisqu'on sait que 90% des cancers du poumon sont reliés au tabac. J'aime la vie, oui. C'est pour mon dire, on passe rien qu'une fois sur cette boule-là. Pourquoi pas essayer de la vivre d'une façon la plus longue possible, donc en mettant toutes les chances de notre côté et en tassant ces affaires-là là, qui peuvent être si nuisibles pour nous et pour les gens qui nous entourent aussi. Ma petite fille de 12 ans fait de l'asthme aujourd'hui. Pensez-vous que je me sens pas coupable? Sûrement, ça n'a pas pu faire autrement que contribuer à ce qu'elle ait de l'asthme aujourd'hui, la fumée secondaire. Faut pas être égoïste. Je me dis, j'ai été égoïste. Il a fait, et oui, je suis sûre.
Je pense qu'à quelque part, faut penser à nous, il faut penser aux autres aussi. Je suis certaine que ma petite fille paye le prix que sa maman ait fumé un jour. C'est ainsi que se referme ce magazine. J'espère que nous vous avons été plus clairs concernant le cancer. Merci à toutes les équipes, merci aux reporters qui nous ont été si fidèles et merci à vous. Passez un bon dimanche et une très belle soirée et à très bientôt pour un nouveau numéro. Prochain numéro qui sera notamment consacré au suicide. À bientôt. Thank you.